C'est le plus grand casse du XXe siècle au Japon. Il a eu lieu à Fuchu, une petite ville qui fait partie de l'immense mégapole tokyoïte. C'est ici qu'il y a plus de 50 ans, en décembre 1968, s'est déroulé un vol d'une audace absolument inouïe et sans équivalent connu. Ce jour-là, près de 300 millions de yens en espèces, l'équivalent de près de 14 millions d'euros actuels, se sont tout simplement volatilisés en l'espace de 3 minutes à peine. Le tout sans armes, sans la moindre violence, en plein jour et en pleine rue, sans que quiconque ait pu faire quoi que ce soit pour l'empêcher. L'œuvre d'un mystérieux individu qui avait soigneusement planifié son coup. Un coup d'une extrême simplicité qui fait de cet homme un véritable Arsène Lupin à la japonaise. Comment a-t-il fait? Que s'est-il vraiment passé ce matin du 10 décembre 1968? Pourquoi cette affaire est considérée comme le plus grand mystère du XXe siècle au Japon? C'est ce que je vais vous révéler dans cette vidéo. Voici l'histoire incroyable du casse des 300 millions de yens de Fuchu. Ce visage que vous voyez ici, de nombreux Japonais le connaissent, ou l'ont au minimum déjà aperçu une fois dans leur vie. Et pourtant cet homme n'existe pas. Ce que vous voyez derrière moi est en réalité un photomontage, une technique utilisée à l'époque, fin des années 60, à la place des fameux portraits robots, que vous connaissez tous. Je reviendrai plus en détail, bien sûr, dans la vidéo sur l'importance de ce photomontage et sur les conséquences parfois dramatiques que celui-ci a pu avoir. Mais pour commencer, intéressons-nous simplement aux faits. Et voyons ce qui s'est passé concrètement ce jour-là. Le 10 décembre 1968, à 9h15, 4 employés de la Nippon Trust Bank quittent la succursale de Kokubunji, la ville voisine, à bord d'une Nissan Cedric de couleur noire, sous une pluie battante, pour se rendre à l'usine Toshiba de Fuchu. Dans ce véhicule, ils transportent 3 grands coffres en aluminium renforcé, contenant la somme de 294 307 500 yens exactement, en liquide, dans des enveloppes destinées aux 4 523 employés de l'usine. Il s'agit en fait des bonus de fin d'année accordés à ces derniers. L'usine n'est distante que de quelques kilomètres, et le trajet ne doit pas durer plus de quelques minutes. Celui-ci les fait passer par la rue Gakuen, une longue avenue qui longe pendant plusieurs centaines de mètres le mur d'enceinte de la prison de Fuchu, une des plus grandes du Japon à l'époque. Il est 9h20 lorsqu'un motard de la police surgit derrière eux, sirène hurlante et gyrophare allumé. Il double la Nissan Cedric et lui intime l'ordre de s'arrêter. Bien évidemment, le conducteur obtempère. Le policier descend alors de sa moto blanche, s'approche de la voiture et fait ouvrir la vitre du conducteur. Il commence par demander aux 4 occupants du véhicule s'ils appartiennent bien à la Nippon Trust Bank. Ces derniers acquiescent, et c'est alors que le policier leur apprend qu'une double explosion vient d'avoir lieu. Une à leur succursale, l'autre au domicile du directeur de celle-ci. Les 4 hommes sont apeurés. Mais le policier continue, en les informant qu'il est possible que leur propre véhicule ait lui aussi été piégé. Cette fois-ci totalement affolés, les 4 employés commencent à chercher toute trace d'un éventuel explosif dans la voiture. Le policier, quant à lui, inspecte l'extérieur, avant de se glisser sous le véhicule. Au bout de quelques secondes, un cri retentit. Le policier annonce avoir découvert de la dynamite. Des étincelles et une épaisse fumée blanche sortent de sous la voiture. Paniqués, les 4 hommes sortent précipitamment, encouragés par le policier qui leur hurle à présent de s'enfuir car tout va sauter. Ils courent se réfugier quelques dizaines de mètres plus loin, attendant l'explosion annoncée. Le policier, quant à lui, s'est mis au volant du véhicule et a démarré en trombe. Voyant cela, les 4 employés de la Nippon Trust Bank saluent tout d'abord l'immense courage de cet homme exemplaire qui, pense-t-il, tente d'éloigner le danger au péril de sa vie. Il voit la voiture tourner l'angle de la rue, puis disparaître à leurs yeux. Les secondes s'écoulent, et toujours aucune explosion. L'un des 4 hommes s'approche alors de l'endroit où le policier a laissé sa moto. Et là, il comprend. La moto n'est pas une vraie moto de police.
mais une moto d'un modèle similaire, repeinte en blanc. Sur le sol, la bombe fumigène utilisée par celui qui s'est fait passer pour un agent de police termine de se consumer. Les 4 employés de la banque comprennent alors, mais bien trop tard, qu'ils ont été dupés. En l'espace de quelques minutes seulement, 300 millions de yens viennent de s'envoler sous leur nez. Un coup de maître. 3 minutes à peine se sont écoulées entre le moment où le faux policier a fait stopper le véhicule des convoyeurs et celui où il a disparu à l'angle de la rue Gakuen et de l'avenue Fuchū-Kaido. Et même si l'individu, comme on va le voir ensuite, a laissé derrière lui de très nombreux indices qui pourraient laisser croire de prime abord qu'on a affaire à un coup mal préparé, mais néanmoins réussi. En réalité, c'est tout le contraire. Tout a été méticuleusement préparé, calculé, sans doute des mois à l'avance, jusqu'à l'endroit où le vol a eu lieu. Regardez cette photo, prise sur les lieux peu après l'incident. On a d'un côté un énorme mur, qui est celui de la prison. Aucun risque qu'il puisse y avoir le moindre témoin de ce côté-là déjà. Et de l'autre, ça ne se voit pas très bien sur cette photo, mais si je vous montre cette vue aérienne de l'époque, et si on zoome ici, à l'endroit où le soi-disant policier a arrêté la voiture, qu'est-ce qu'on constate? Que de l'autre côté de la rue, il n'y avait alors, à cette époque, que des champs ou des terrains vagues, ou peut-être un parc bordé par les arbres de la photo précédente. Donc, les seuls témoins potentiels se trouvaient à bonne distance des lieux du crime. L'un d'eux, d'ailleurs, a été retrouvé et interviewé en 2018 par la chaîne de télévision locale Tokyo MX. Il s'agit de M. Matsumura Akihito, qui était âgé de 86 ans lors de ce reportage réalisé à l'occasion des 50 ans de l'affaire. Mais en 1968, M. Matsumura était gérant d'une station-service située un peu plus bas dans la rue. Et c'est chez lui que les 4 employés se sont rendus, après avoir réalisé ce qui venait de se passer. Et de là, ils ont téléphoné à la banque pour avertir leur employeur. Ils étaient là, à attendre que ça explose. Mais ils ont eu beau regarder, ils n'ont rien vu. Il n'y avait plus de voiture, seulement la moto blanche de la police. Mon magasin se trouvait là, à la place de cet immeuble. Oui, la station-service, oui. Et les employés de la banque sont donc venus dans mon magasin pour téléphoner à leur employeur. Et là, ils ont dit « On a été attaqué ». Naturellement, les 4 convoyeurs constatent que la banque est intacte et qu'il n'y a eu aucune explosion. Aussitôt, la police, la vraie, est prévenue. Et là, c'est le branle-bas de combat. On déclenche un dispositif gigantesque pour retrouver le voleur et les 300 millions. 20 minutes seulement après les faits, plus de 10 000 policiers sont déployés autour de Tokyo afin d'inspecter dans un premier temps tous les véhicules correspondant au signalement, à savoir une Nissan Cedric noire. Mais rapidement, celle-ci finit par être retrouvée, non loin des lieux du vol, abandonnée sur un ancien site historique. Et bien entendu, vide. De nombreuses traces de pas dans la boue autour du véhicule, ainsi que des traces de pneus, ne laissent aucune place au doute. Le voleur a tout simplement changé de véhicule, une pratique qui semble évidente aujourd'hui, mais qui était encore loin d'être très courante à l'époque. Résultat, c'est à présent une fouille systématique de tous les véhicules qui est organisée. Et même s'il y avait nettement moins d'automobiles en circulation en 1968 qu'aujourd'hui, cela représente malgré tout un nombre absolument considérable. Les routes aux abords de la capitale deviennent ainsi rapidement le théâtre d'un véritable chaos et des embouteillages monstrueux se créent. Si bien qu'en début d'après-midi, la police est obligée de mettre un terme aux inspections systématiques et de se rendre à l'évidence, le voleur est parvenu à s'enfuir. Commence alors une des plus grandes et coûteuses enquêtes policières que le Japon ait connues.
Mais avant d'entrer dans les détails, je me dois de revenir sur le contexte assez particulier de ce vol. Parce que vous devez quand même vous poser quelques questions. Notamment, pourquoi une telle somme était-elle transportée ainsi, en liquide, et quasiment sans aucune protection? Et pourquoi les 4 convoyeurs, qui d'ailleurs n'en sont pas vraiment, ce sont juste des employés de la banque, pourquoi ces 4 hommes n'ont-ils pas vu tout de suite qu'ils avaient affaire à un faux policier? Comment ont-ils pu être naïfs au point de croire cette histoire de bombe et de quitter ainsi la voiture contenant 300 millions de yens? Eh ben, croyez-moi, ces hommes étaient sans doute loin d'être idiots, et encore moins naïfs. Ils ont tout simplement été victimes des circonstances qui entourent cette affaire. Et très honnêtement, vous allez voir que, à leur place, ni vous, ni moi n'aurions certainement agi différemment. Déjà, il faut se replacer dans le contexte de l'époque. On est en 1968 au Japon. Le pays est libéré de la tutelle américaine depuis une quinzaine d'années et son économie est en plein boom. 4 ans auparavant se sont tenus les Jeux Olympiques de Tokyo et cette année 1968 voit le PNB du Japon dépasser celui de l'Allemagne de l'Ouest pour devenir le 2e au monde derrière les États-Unis. Le Japon fait également parler de lui sur le plan culturel avec le premier écrivain japonais prix Nobel de littérature, Kawabata Yasunari. Bref, tous les voyants sont au vert dans le pays, qui vit alors une période de prospérité comme il n'en a pratiquement jamais connu. Naturellement, les salaires suivent et les classes moyennes japonaises vivent relativement bien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que traditionnellement, ces salaires ont toujours été versés en espèces, dans des enveloppes de couleur beige dont c'est la principale utilité. Aujourd'hui encore, de nombreuses transactions s'effectuent en cash au Japon. Les bonus destinés aux employés de l'usine Toshiba étaient par conséquent eux aussi distribués dans ce type d'enveloppe. Et ce sont ces milliers d'enveloppes, nominatives et contenant chacune le montant du bonus de chaque employé, que contenaient les coffres dérobés par le faux policier. Mais cela n'explique pas pour autant l'attitude des 4 convoyeurs qui ont cru immédiatement l'histoire de l'explosion à la banque et de la voiture piégée. Pour comprendre cela, il faut remonter quelques jours avant le vol. En effet, 4 jours auparavant, le 6 décembre, une lettre anonyme adressée au directeur de la succursale de Kokubunji menaçait de faire sauter son établissement et de piéger son domicile si 3 millions de yens, soit l'équivalent d'environ 150 000 euros actuels, n'étaient pas déposés le lendemain avant 17 h dans un endroit précis et proche de la banque. Mais au lieu d'obéir au chantage, le directeur a immédiatement prévenu la police. Et ce sont pas moins d'une 50aine de policiers qui ont été dépêchés pour surveiller l'endroit où l'argent devait être déposé. On ignore s'ils étaient en civil ou non, mais le maître chanteur ne s'est évidemment pas montré. Et le week-end s'est passé sans incident, ni à la banque, ni au domicile du directeur. Néanmoins, celui-ci avait pris soin de mettre au courant tous ses employés et de les inviter à la plus grande vigilance. Tout courrier, colis ou comportement suspect devait être signalé immédiatement, au cas où la menace serait bien réelle. Celle-ci était donc encore bien présente dans les esprits au matin du 10 décembre, y compris pour les 4 employés chargés de convoyer l'argent à l'usine Toshiba. Rien d'étonnant donc à ce que ces derniers se soient mis à paniquer en entendant parler de bombes et d'explosions. Et d'ailleurs, en apprenant cela, la police devine immédiatement que la lettre anonyme envoyée à la banque faisait naturellement partie du stratagème échafaudé par le coupable. Il ne s'attendait sans doute même pas à ce que sa menace fonctionne. Peut-être même qu'il n'a jamais eu intention d'aller voir si les 3 millions de yens avaient bien été déposés. Non, sa seule et unique intention était, manifestement, de créer un sentiment de peur lié à une potentielle explosion dans l'esprit des convoyeurs. Et la police ne tarde pas non plus à faire le rapprochement avec d'autres affaires de lettres de menaces similaires envoyées un peu partout dans la région depuis plusieurs mois déjà. Notamment à un poste de police ou à la coopérative agricole de Tama, une ville voisine. Et d'ailleurs, l'écriture est la même. À présent, une chose est sûre. Le coupable, qui s'est enfui avec les 300 millions de yens, a prémédité son coup depuis très longtemps.
Et il a fait preuve d'une préparation bien plus méticuleuse que ne pourraient le laisser croire les nombreux indices qu'il a laissés derrière lui. Car au fur et à mesure que l'enquête avance, ce sont plus de 120 pièces à conviction qui sont retrouvées. Avec tout ça, la police est sûre de mettre la main sur le coupable rapidement. Et d'ailleurs, celle-ci s'intéresse très vite à un premier suspect. Mais les événements vont alors prendre une tournure dramatique. Le moins que l'on puisse dire, effectivement, c'est que les indices ne manquent pas. Sur le lieu du crime, déjà. Bien sûr, le coupable a laissé sur place sa moto. La fameuse moto maquillée pour faire croire à une moto de police. Sans compter le fumigène utilisé pour simuler la bombe. La moto, à elle seule, est une véritable mine d'or pour les policiers. Elle a été repeinte en blanc, certes, mais le voleur lui a également ajouté les phares clignotants rouges, un mégaphone pour la sirène, et même une boîte comme on en trouve sur les vraies motos de police, dans lesquelles ces derniers mettent divers documents. Et cette boîte a tout simplement été fabriquée à partir d'une boîte à cookies. Mais un élément de taille intrigue encore davantage les enquêteurs. Un élément qui, si les 4 employés de banque n'avaient pas été paniqués au point de ne pas y prêter attention, aurait pu faire capoter toute l'opération. Car le motard traînait derrière lui, tout en roulant, encore accroché à sa moto, une housse destinée à recouvrir ce type d'engin. Comment se fait-il que l'individu ait ainsi traîné la housse de sa moto sur plusieurs centaines de mètres, sans s'en apercevoir, jusqu'au lieu de son forfait, prenant ainsi le risque d'être démasqué? Car quel policier effectuerait sa mission en traînant une housse accrochée à sa moto? Il a forcément dû s'en apercevoir. Mais s'il ne s'est pas arrêté pour l'enlever, c'est certainement qu'il n'en avait pas le temps matériel. Le voleur devait donc avoir un timing extrêmement serré pour réussir son coup. D'ailleurs, c'est bien simple, au moment où le faux policier arrête la voiture, celle-ci est déjà presque arrivée. Il restait moins d'1 kilomètre jusqu'à l'usine Toshiba. C'était le moment où jamais, pour notre Arsène Lupin local, il a pris le risque. Mais grâce à ça, les policiers remontent peu à peu le fil des événements. Ils comprennent que l'individu devait surveiller les abords de la banque, attendant de voir partir les convoyeurs. Mieux que ça, il a choisi de les précéder, en voiture. Il devait connaître parfaitement le trajet qu'ils allaient emprunter, et ainsi, il savait qu'avant de tourner sur Gakuen-dori, les convoyeurs suivraient l'avenue Kokubunji-Kaido. De son côté, il a alors pris un raccourci en bifurquant dans une ruelle où se trouvait garée la moto maquillée, recouverte de sa housse de protection. Lui-même était à cet instant vêtu d'un imperméable qu'il avait dû passer par-dessus l'uniforme de police et d'une casquette de chasse afin de ne pas être reconnu. Sautant alors de sa voiture, il s'est débarrassé de l'impair et de la casquette, a coiffé son casque de police, retiré précipitamment la housse de la moto et démarré en trombe pour filer à l'autre bout de la ruelle et attendre de voir passer la cédrique noire de la banque. Le temps d'exécution d'un tel stratagème ne lui a donc pas permis d'enlever complètement la housse, qui est restée accrochée à sa moto. Et on connaît la suite. La police dispose ainsi dès le départ d'une pléthore d'indices matériels et ils ont en outre le témoignage des 4 employés de la banque. Car même si le voleur était déguisé, il a agi à visage découvert. Les casques de motard ne sont pas des casques intégraux. Et les victimes sont formelles. L'individu qui leur a parlé était jeune. Entre 20 et 25 ans, pas davantage. Et peut-être même plus jeune encore. Un individu jeune, à l'aise sur une moto de ce type, et qui utilise un fumigène pour accomplir son méfait, ça paraît mince à première vue. Mais pour les policiers, ça constitue au contraire un faisceau d'indices qui pointent dans une seule et même direction, le groupe Tachikawa. Le groupe Tachikawa. C'est une bande de jeunes délinquants qui terrorisent la région depuis pas mal de temps déjà. Ce sont des individus qui peuvent se montrer particulièrement violents et qui n'hésitent même pas à s'en prendre à la police. Ils ont également pour habitude de circuler à moto. Toutefois, il ne faut pas les confondre avec les Bosozoku, ces gangs de motards japonais bien connus. Non, là, on a juste affaire à de petits voyous. Or, justement, on sait que le groupe Tachikawa a récemment braqué un magasin de la région en utilisant, entre autres, des fumigènes.
Et certains des membres du groupe sont bien connus des services de police. L'un d'eux, et c'est le comble, n'est autre que le fils d'un policier à moto. Il aurait donc pu assez facilement se procurer l'uniforme et être tout à fait capable de conduire une moto comme celle de son père. Aussi, les enquêteurs ne tardent pas à orienter leurs soupçons vers ce jeune homme de 19 ans qui sera surnommé Shonen S, c'est-à-dire le garçon S. Et tandis que de son côté, la police scientifique analyse les nombreuses pièces à conviction, notamment la lettre de menace sur laquelle on réussira à prélever des traces de salive au dos des timbres, les enquêteurs s'apprêtent à interroger Shonen S. Malheureusement, cet interrogatoire n'aura jamais lieu. Les circonstances du drame restent floues encore à ce jour. Mais selon la version officielle, le 15 décembre, soit 5 jours après le vol, le jeune homme s'est suicidé au cyanure de potassium. Un poison auquel il avait facilement accès, car son père s'en sert pour tuer les belettes dans son jardin. L'enquête conclura rapidement au suicide, pourtant le doute subsiste. Car on n'a retrouvé aucune empreinte du jeune garçon sur le paquet de cyanure, uniquement celle de son père. Quant à l'argent volé, la maison est fouillée de fond en comble. On interroge également les amis du jeune homme, mais on ne trouve rien. Ni l'argent, ni aucun élément qui permettrait de le relier à cette affaire. Finalement, les expertises révéleront le groupe sanguin de l'expéditeur des lettres anonymes. Il s'agit du groupe B. Or, ce n'était pas celui du Shonen S. Tout comme l'expertise graphologique révélera que ce n'était pas son écriture. Tout cela peut sembler assez édifiant de nos jours, notamment le fait que l'on ait pu identifier que le groupe sanguin de l'expéditeur des lettres anonymes. Mais à nouveau, il faut se remettre dans le contexte. À l'époque, les analyses ADN telles qu'on a l'habitude d'en voir aujourd'hui n'existent pas encore. La police scientifique a donc fait avec les moyens dont elle disposait. On peut également s'interroger sur le suicide du garçon S. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'enquête a très rapidement conclu au suicide, alors que, comme on vient de le voir, il y a un doute sérieux à ce sujet. Et d'ailleurs, l'hypothèse du suicide est-elle seulement crédible? On a affaire à un jeune homme de 19 ans, délinquant notoire, et qui, de surcroît, n'était vraisemblablement pas l'auteur du vol. Ou du moins, n'était-il pas l'auteur des lettres? Car, comme on va le voir par la suite, l'hypothèse d'un vol commis par plusieurs individus organisés n'est pas exclue. Quelqu'un d'autre a très bien pu rédiger et envoyer les lettres. On y reviendra un peu plus tard. Mais, pour l'heure, intéressons-nous un peu à la mort du Shonen S. Certes, on est au Japon et ce n'est pas un cliché que de dire à quel point les Japonais ont un sens exacerbé de l'honneur. On sait également que le taux de suicide est, hélas, toujours élevé dans le pays. Mais se suicider pour éviter la prison? On peut en douter si on ne connaît pas le système judiciaire japonais. Parce que celui-ci est quand même très différent du nôtre. Être ne serait-ce que suspect ou même témoin dans une affaire criminelle au Japon, c'est déjà un déshonneur suffisant pour détruire une vie entière. Et si dans la plupart des pays occidentaux, dont la France, la présomption d'innocence prévaut, au Japon, c'est pas le cas. Pire encore, on pourrait presque parler de présomption de culpabilité. Un suspect est d'abord emprisonné, en attendant son jugement, qui peut intervenir au bout de plusieurs années, avant d'être enfin condamné ou libéré. Et ce système est toujours en vigueur de nos jours. Si vous souhaitez en avoir un exemple plus récent, je vous recommande l'excellent documentaire sorti il y a quelque temps sur Netflix, consacré à la fameuse évasion de Carlos Ghosn. Mais revenons au groupe Tachikawa. Car si la police soupçonnait fortement Shonen S, il est évident qu'elle s'est intéressée de très près à ce groupe de délinquants.
D'autres membres ont eux aussi été soupçonnés et interrogés. Alors, outre le fait qu'ils aient tous indiqué qu'ils ne croyaient pas une seconde à la culpabilité de leur ami décédé, eh bien, tous ont fini par être innocentés assez rapidement. Débute alors pour la police une véritable chasse à l'homme d'une ampleur absolument inouïe. Car si le groupe Tachikawa est mis hors de cause, cela signifie que le faux policier pourrait être n'importe quel jeune âgé de 18 à 25 ans, de taille moyenne, de la région de Tokyo. Et même si cela peut sembler invraisemblable, ce sont effectivement des milliers d'officiers de police qui vont se mettre à chercher ce qu'il convient bien d'appeler une aiguille dans une immense botte de foin. On ne va même pas chercher à restreindre les recherches aux individus du groupe sanguin B, puisqu'il n'est pas certain que le vol soit l'œuvre d'un individu isolé. Et pendant des mois et des mois, la police va ratisser la région, interroger des dizaines de milliers de jeunes gens. La tâche est tout bonnement colossale. Une semaine après la mort du Shonen S, une photo est cependant publiée et placardée partout, tandis qu'elle est relayée par tous les médias. Cette photo, c'est le fameux photomontage que l'on a vu au début de cette vidéo. Un photomontage réalisé à partir du témoignage des 4 convoyeurs de fonds et conçu à partir de différents visages qui leur ont été présentés. Une sorte de portrait robot réaliste si vous préférez. Au visage ainsi obtenu, on a ajouté un casque et un micro de policier à moto pour qu'il corresponde encore mieux à celui qui s'est présenté aux employés de la banque. On peut évidemment s'interroger sur la pertinence d'avoir ajouté ces éléments, comme si l'individu avait continué de se promener avec son déguisement de policier une fois son forfait accompli. Toujours est-il que c'est cette photo qui sera utilisée durant toutes les années que durera cette affaire. Car celle-ci est loin d'être terminée. Au ratissage systématique de la région, vont ainsi venir s'ajouter des milliers d'appels téléphoniques suite à la publication du photomontage. Ce sont parfois jusqu'à 1800 appels par jour qui sont reçus à la préfecture de police. L'affaire prend ainsi une tournure inédite dans l'histoire de la police judiciaire japonaise. Une police qui, disons-le franchement, patauge complètement. Et ce, malgré les nombreux indices matériels retrouvés sur les lieux du crime ou ailleurs. Les voitures et la moto n'apporteront rien. Toutes ont été volées récemment dans la région. L'imperméable retrouvé dans le terrain vague à proximité du raccourci emprunté par le coupable est un modèle extrêmement courant et déjà passablement âgé. Impossible de retrouver la trace de l'acheteur. Le mégaphone utilisé pour simuler la sirène de police est lui aussi un modèle standard qui se révèle avoir également été volé sur un chantier quelques jours auparavant. Il finira cependant par révéler des indices supplémentaires lorsque, quelques mois plus tard, on y découvrira de petits bouts de papier journal restés collés lorsque l'objet a été repeint en blanc et que le voleur n'a pas pris la peine de retirer proprement. Ces morceaux de papier, bien que minuscules, seront minutieusement analysés et la trame du journal finira par parler, car les enquêteurs parviendront à retrouver de quel journal il s'agit exactement et même l'édition précise de celui-ci, sur lequel le coupable a donc repeint le mégaphone. Un bon moyen de réduire le champ d'investigation, sauf que ce journal, bien que local, est malheureusement largement distribué lui aussi. La police n'est donc pas plus avancée et l'enquête reste au point mort. En plus de tous les indices laissés par le voleur, on pourrait penser que les billets de banque pouvaient être tracés. Il est vrai que l'on voit souvent cette méthode utilisée dans les séries policières ou dans différentes enquêtes. Et comme là, en plus, les billets provenaient directement de la banque, ça semble facile. Oui, mais voilà, nous ne sommes encore qu'en 1968. L'événement était totalement inattendu et on n'est pas dans une série policière. Seule une série de 2000 billets de 500 yens est identifiée, ce qui représente à peine 1 million de yens, environ 50 000 € actuels. Oui, vous allez me dire que la somme est importante, certes, mais dérisoire comparée au montant dérobé. En plus, la police a la bonne idée d'annoncer aux médias non seulement que ces billets ont été identifiés, mais de donner en plus leur numéro de série. Et dès le début de l'affaire. Une aubaine pour le voleur qui n'a plus qu'à trier son magot
à la recherche de ces billets et à s'en débarrasser. Après tout, 299 millions ou 300 millions de yens, à ce stade, quelle différence cela fait-il ? Certains ont tout simplement imaginé l'hypothèse que ces billets ont été détruits, probablement brûlés. Les mois passent et aucun nouvel élément ne permet à la police de progresser dans son enquête lorsque le 9 avril 1969, coup de théâtre. Le véhicule dans lequel le coupable s'est enfui, une Toyota Corolla modèle 1943, est retrouvé sur le site d'un complexe de logement de la Tokyo Metropolitan Housing Supply Corporation à Koganei, une autre ville de la banlieue de Tokyo, également très proche de Fuchu. Et sur le siège arrière de cette voiture sont retrouvés les 3 grands coffres en aluminium volés le 10 décembre 1968, entièrement vidés de leur contenu naturellement. Vu l'endroit où le véhicule a été retrouvé, il est fort probable que l'argent ait été transféré des coffres dans un autre type de conteneur, des sacs par exemple, dans un lieu à l'abri des regards, et que la Corolla ait ensuite été conduite ici, puis bâchée. D'après les témoignages recueillis sur place, ce véhicule était abandonné à cet endroit depuis déjà plusieurs mois, sans doute depuis le vol. Ce qui sera d'ailleurs confirmé un peu plus tard par l'examen des images satellites des forces d'autodéfense. Le véhicule était stationné là depuis le lendemain du vol. Et si jusqu'ici personne ne l'avait signalé ni n'avait aperçu les coffres sur la banquette arrière, c'est tout simplement parce que la Corolla était recouverte d'une bâche. C'est au moment de cette découverte que le détective Hiratsuka Hachibei rejoint l'équipe des enquêteurs. Hiratsuka Hachibei. Au moment de l'affaire, cet homme a atteint un statut quasi légendaire au Japon. Sa sagacité, sa détermination lui ont même valu le surnom de Dieu de l'investigation. Il s'est notamment distingué quelques années auparavant, en 1963, en élucidant l'affaire de l'enlèvement suivi du meurtre de Yoshinobu-chan. Une affaire sur laquelle nous reviendrons probablement un jour dans cette série de vidéos. Avec une telle célébrité aux manettes, tout le monde se réjouit et se dit qu'enfin, la police se décide à mettre les grands moyens pour résoudre ce mystère. Mais l'intervention du dieu de l'investigation n'apportera finalement pas grand-chose de positif. Au contraire, l'aura du personnage est telle que nul ne va oser le contredire lorsque celui-ci va s'enfermer dans l'idée que le voleur a agi seul. Il en est intimement persuadé et va désormais orienter l'enquête dans ce sens. Alors que, jusque-là, rien, absolument rien ne prouve que ce soit le cas et qu'il n'y ait pas plusieurs coupables. C'est notamment l'opinion d'un groupe d'experts un peu particulier qui vont être convoqués par la préfecture de police en octobre de cette même année 1969. 10 mois se sont déjà écoulés depuis la disparition des 300 millions de yens. Et, hormis la découverte du véhicule contenant les coffres et des interrogatoires de suspects ressemblant plus ou moins au photomontage, la police est clairement dans une impasse. Les indices matériels n'ont rien donné, et jusqu'ici, M. Hiratsuka n'a pas vraiment fait honneur à sa réputation. Dans une totale discrétion, ce qui est pour ainsi dire une première dans ce dossier, la police convoque alors dans ses locaux 5 personnes issues de la presse écrite, 5 journalistes spécialisés dans les affaires criminelles. Tellement spécialisés que tous se sont lancés dans l'écriture de romans policiers. 3 d'entre eux ont même déjà remporté le prestigieux prix Naoki, célèbre prix littéraire au Japon. Les 2 autres finiront également par devenir des lauréats de ce prix. Ces journalistes devenus écrivains sont Kajiyama Toshiyuki, Sano Hiroshi, Yuki Masaharu, Ikushima Jiro et Miyoshi Toru. 2 détectives leur présentent alors la lettre anonyme reçue par la banque Nippon Trust et leur demandent simplement ce qu'elle leur inspire. Des policiers qui en arrivent à demander leur avis à des auteurs de polars. Difficile de faire mieux en termes d'aveu d'impuissance. Comme si les véritables experts, les seuls capables de résoudre cette affaire, c'était eux, des écrivains, auteurs de romans policiers. Il est vrai que parfois, certains auteurs ont su se montrer extrêmement perspicaces pour écrire des histoires incroyables et qui tiennent parfaitement la route.
Mais de là à conseiller ou venir en aide à des détectives dont c'est le métier de résoudre des affaires comme celle-là, on comprend que cette entrevue ait eu lieu dans la plus grande discrétion. D'ailleurs, elle ne sera révélée que quelques années plus tard par M. Miyoshi, dans un ouvrage qu'il écrira sur l'affaire en 1980, intitulé « Le mystère des 300 millions de yens ». Ouvrage dans lequel il révélera d'ailleurs plusieurs éléments qui n'avaient pas fuité dans la presse à l'époque. Comme par exemple, le fait que le faux policier s'est servi d'allumettes pour enflammer la bombe fumigène, chose qui n'avait encore jamais été révélée, et qui aura une certaine importance plus tard. Monsieur Miyoshi était également persuadé que le vol n'avait pas été planifié par une seule personne, mais plusieurs. Ce qui était d'ailleurs aussi l'avis des autres écrivains. Selon lui, il y avait au moins 2 personnes différentes. D'une part, l'auteur des lettres anonymes, et d'autre part, le faux policier qui a commis le vol. Alors, pourquoi en est-il persuadé ? À cause de la manière dont les lettres ont été rédigées. Monsieur Miyoshi a en effet remarqué que la façon dont l'auteur s'exprime dans les lettres est particulièrement désuète. Seule une personne d'un certain âge s'exprimerait de cette façon, en utilisant notamment le terme onushi. Onushi, c'est une ancienne façon de s'adresser à quelqu'un. Une forme très polie de vouvoiement, si je puis dire, et qui, en 1968 déjà, n'était plus très usitée. Et puisque les convoyeurs ont tous affirmé que le faux policier était une personne très jeune, évidemment, ça ne colle pas. À moins que celui-ci ait poussé la subtilité jusqu'à utiliser volontairement des termes comme celui-là pour brouiller les pistes. Selon M. Miyoshi, c'est peu probable car les jeunes de l'époque ignoraient pour la plupart l'existence même de ce mot. L'obstination du détective Hiratsuka à penser que le coupable a agi seul paraît donc encore plus étrange. Et ce ne sera pas là sa seule erreur d'appréciation. Car si l'entretien avec les écrivains s'est fait en toute discrétion, ce n'est pas le cas d'un événement qui, lui, va faire les gros titres 2 mois plus tard, en décembre de cette même année 1969, soit 1 an après le vol. Le 12 décembre 1969, le journal Mainichi Shimbun publie en première page un véritable scoop, avec en titre « Témoin important dans l'affaire des 300 millions de yens ». Sauf que le témoin en question, dont le nom est clairement affiché en première page du journal, n'est même pas encore au courant. Ayant eu vent de cette publication in extremis avant que les journaux du matin soient distribués, la police intervient pour emmener le suspect, un certain Monsieur K. Son nom a depuis été masqué sur tous les documents que l'on peut trouver en ligne. Monsieur K est un chauffeur qui, en plus de ressembler au photomontage, a une écriture similaire à celle des lettres anonymes et possède en outre une moto 350 cm3. Son arrestation fait grand bruit dans les médias. Mais cela provoque un revers immédiat pour la police, car une entreprise privée de Nihonbashi, à Tokyo, fait savoir que Monsieur K ne peut pas être l'auteur du vol, puisqu'au moment où l'événement s'est produit, il était dans leurs locaux pour passer un entretien d'embauche. L'alibi est en béton. Et pour les enquêteurs, l'enthousiasme retombe comme un soufflet. C'est un véritable camouflet qui en plus se passe sous le feu des projecteurs. Le scoop est devenu en quelques heures la boulette du siècle pour la police japonaise. Naturellement, M. K est libéré dès le lendemain de son arrestation. La police s'est trompée, soit. Ce genre d'erreur peut arriver dans n'importe quelle enquête, et du moment qu'elle a été vite réparée, c'est pas si grave. Mais 2 éléments vont faire de cette erreur un événement important de cette affaire, et aux conséquences dramatiques. Dans un premier temps, on a appris plus tard que si l'information concernant M. K
avait fuité dans la presse, ça n'avait rien d'un hasard. C'est le détective Hiratsuka lui-même qui avait communiqué l'info au quotidien. Une révélation faite par M. Igusa Takao, un journaliste du Mainichi Shimbun. M. Hiratsuka lui a même montré les documents de l'enquête en lui proposant d'en faire une copie. Et pire encore, au cours de ce même entretien, il aurait comparé l'écriture de M. K et la lettre anonyme avant de marmonner entre ses dents. L'écriture est différente, hein, pas vrai? Et malgré cela, il a laissé paraître l'article et a procédé à l'arrestation de M. K. Une arrestation qui ne sera pas sans conséquence pour l'intéressé puisque, rappelez-vous, au Japon, ce genre de choses ne pardonne pas. Cette étiquette de témoin important dans l'affaire des 300 millions va lui rester collée toute sa vie. Et ce, malgré son alibi et le fait qu'il ait été innocenté. Monsieur K ne s'en remettra jamais. Il finira par perdre la raison. Et pour finir, se suicidera en septembre 2008 en se jetant du 5e étage d'une maison dans la ville de Naha, sur l'île d'Okinawa. Après la fausse arrestation de Monsieur K, l'enquête se poursuivra sans qu'aucun autre événement majeur ne vienne défrayer la chronique. Les médias finiront par en reparler seulement en 1975, à l'approche de l'expiration du délai de prescription pénale. Ce genre de délit est en effet prescrit au bout de 7 ans au Japon. Après quoi, l'enquête prend fin et l'affaire est classée. Même si le véritable auteur des faits venait à se faire connaître, il ne risquerait plus rien. Quelques mois avant l'expiration de ce délai, un autre journal, aujourd'hui disparu, le Weekly Yomiuri, organise une table ronde sur l'affaire afin de faire le point sur l'enquête. Sont présents notamment les responsables de la première division d'enquête, ainsi que le journaliste écrivain Miyoshi Toru, dont on a déjà parlé puisqu'il faisait partie des 5 auteurs de polar convoqués en 1969. Le détective Hiratsuka Hachibe, lui, n'est pas convié. Il a en effet pris sa retraite quelques années auparavant et ne participe plus à l'enquête. Tout ce qui se dira lors de cette table ronde ne sera pas révélé dans les journaux, mais permettra à M. Miyoshi d'écrire son roman « Le mystère des 300 millions de yens » quelques années plus tard, en 1980, soit 5 ans après l'expiration du délai de prescription, et dans lequel il glissera un certain nombre de révélations inédites. Dans la presse, en tout cas, on sent le regain d'intérêt pour cette affaire qui dure maintenant depuis 7 ans. C'est un véritable compte à rebours qui s'égrène de jour en jour dans les journaux, jusqu'à la date fatidique du 10 décembre 1975. Ce jour-là, à minuit, l'enquête prend définitivement fin, avec une annonce par la préfecture de police devant les caméras de télévision. Les enquêteurs sont obligés de l'admettre, ils ont échoué. Ils n'ont jamais retrouvé ni l'argent volé, ni le coupable du vol. Au total, ce sont plus de 110 000 enquêteurs qui auront ainsi été mobilisés au fil de ces 7 années, pour une enquête qui aura finalement coûté la bagatelle de 900 millions de yens, soit 3 fois plus que le montant dérobé. C'est un échec sur toute la ligne. 13 ans plus tard, en 1988, ce sera au tour du délai de prescription civile de prendre fin à son tour, sans qu'on en sache beaucoup plus sur cette affaire. Une fois le délai de prescription expiré, on assiste à un curieux phénomène, bien que prévisible en un sens. Des auteurs autoproclamés du vol surgissent un peu partout. Plusieurs personnes ont en effet affirmé être les auteurs du vol. Il faut dire qu'au Japon, l'engouement suscité par cet événement a vite fait place à une sorte d'admiration. L'audace du voleur déguisé en faux policier a fait de lui un véritable héros pour certains. Le fait qu'il ait tenu en échec la police japonaise, réputée comme pratiquement infaillible, n'a fait que renforcer ce sentiment d'admiration. Si bien que certains ont eu envie de s'identifier à lui. Bon, après tout, rappelons que tout ça s'est passé sans la moindre violence physique. Mais ce qui est troublant, c'est que certains de ces témoignages révélaient des éléments qui n'avaient jamais été divulgués par la police dans les médias et que seul le vrai coupable
pouvait connaître. Bien sûr, beaucoup se sont inspirés des révélations publiées par M. Miyoshi dans son livre paru en 1980. Certains sont même allés jusqu'à modifier leur version après la sortie du livre. Par exemple, vous vous souvenez que le faux policier s'était servi d'allumettes pour enflammer la bombe fumigène. Dans son livre, M. Miyoshi révèle ce point pour la première fois. Mais en revanche, il ne dit pas combien d'allumettes ont été retrouvées sur les lieux. Et ça, c'était en fait volontaire de sa part. Car, brusquement, des auteurs autoproclamés du vol ont changé leur histoire en affirmant qu'ils s'étaient servis d'allumettes, et non d'un briquet, par exemple. Mais aucun d'entre eux, jusqu'ici, n'a jamais pu donner le nombre d'allumettes. Or, c'est justement ce qu'attendait M. Miyoshi, de voir si quelqu'un serait capable d'apporter cette précision qui n'avait jamais été révélée par quiconque. En 1998, 30 ans après les faits, un magazine nommé Shukan Hoseki a prétendu avoir enfin résolu l'affaire. Il a publié le témoignage d'un homme de 55 ans, Ogata Yuji, qui expliquait comment, avec ses complices, ils avaient à l'époque déjoué tous les barrages de police avant de se séparer et de se disperser dans tout le Japon avec l'argent. L'article était plutôt convaincant et les gens ont commencé à croire que l'affaire était enfin résolue. Sauf qu'un autre témoignage est venu contredire le premier, celui de l'ex-femme de M. Ogata. Celle-ci a dépeint l'individu comme un menteur pathologique. Qui plus est, sa famille et ses amis ont confirmé que ce dernier était sans cesse fauché comme les blés et qu'en plus, il était venu leur demander de l'argent dans les semaines et les mois ayant suivi le vol des 300 millions. Plutôt étrange de la part de quelqu'un qui vient de réussir le casse du siècle. Le témoignage d'Ogata sera ainsi oublié aussi vite qu'il était apparu. Un autre témoignage, en revanche, recevra, quant à lui, une couverture médiatique bien plus importante. Lors des 50 ans de l'affaire, en 2018, sort un livre qui fait l'effet d'une bombe. Publié sous le pseudonyme de Shirata, il s'intitule « C'est moi qui ai planifié et exécuté le vol des 300 millions de yens de Fuchu ». Initialement paru sur Internet sous forme de blog, il est rapidement édité en livre et devient un best-seller. L'auteur y explique notamment qu'il s'est servi d'allumettes pour enflammer le fumigène et à quel point il a eu du mal à l'allumer. Mais encore une fois, sans préciser le nombre d'allumettes. Monsieur Miyoshi restera ainsi sur sa faim, comme nous tous d'ailleurs, puisque personne, à ce jour, n'est en mesure de dire qui est réellement l'auteur du vol. Monsieur Miyoshi, lui, est décédé en avril 2021, à l'âge de 90 ans, emportant avec lui le mystérieux nombre d'allumettes dont le voleur s'est servi. Peut-être que le non moins mystérieux Shirata est bien l'auteur du vol. Nul ne le sait. Mais malgré toutes les erreurs commises par la police dans cette histoire, l'affaire des 300 millions de yens n'est pas restée sans conséquences pour la société japonaise. Au contraire, elle a permis divers progrès, en termes de sécurité notamment. Celle-ci a été considérablement renforcée par la suite en ce qui concerne le transport de fonds. Les sociétés de sécurité se sont elles aussi développées très rapidement. Et c'est également cette affaire qui a permis un changement dans les mentalités japonaises puisqu'elle a eu pour effet de démocratiser le système de virement bancaire pour verser les salaires et aussi de voir se développer les ATM, les distributeurs automatiques de billets. En effet, comme on l'a vu, les Japonais sont très attachés à l'argent liquide
Et ce, encore aujourd'hui. Et avec l'apparition des salaires versés par virement, nombreux sont ceux qui craignaient de ne pas recevoir leur argent. Ils se sont alors empressés d'aller le retirer à la banque pour s'assurer que celui-ci existait bel et bien. Oui, ça peut prêter à sourire. Mais lorsque pendant des années, vous avez été habitué à toucher votre salaire, au sens propre, en espèces sonnantes et trébuchantes, dans votre traditionnelle enveloppe brune, on peut comprendre que le doute s'installe quand, du jour au lendemain, ce même salaire arrive sous forme de virement. Et pour pallier au manque de personnel devant l'afflux des demandes pour retirer l'argent au guichet, on a créé les distributeurs automatiques, près desquels on a rapidement installé des caméras de surveillance. Tous ces progrès techniques et sociologiques, le Japon les doit en grande partie à l'affaire des 300 millions de yens. Et à propos, ces fameux 300 millions, bon, bien sûr, ils n'ont jamais été retrouvés. Mais on peut aussi se demander ce qu'il est advenu de celles et ceux à qui ils étaient destinés, les employés de l'usine Toshiba. Alors, ont-ils dû faire une croix sur leur bonus cette année-là? Non, je vous rassure. La banque était très bien assurée et les employés de Toshiba ont reçu leur argent avec 24 heures de retard. Eh oui, seulement. De ce côté-là, au moins, on peut saluer l'efficacité japonaise. Reste que l'affaire des 300 millions de yens demeure le vol le plus audacieux du XXe siècle au Japon. Une affaire qui, plus de 50 ans après, continue et continuera sans doute de faire parler d'elle, même s'il est très probable qu'on ne sache jamais qui en est le véritable auteur. Merci d'avoir suivi ce documentaire jusqu'ici, j'espère que vous avez apprécié ce nouveau format. Si c'est le cas, vous pouvez le faire savoir avec un like ou un commentaire. Et je vous invite bien évidemment à partager cette vidéo sur les réseaux pour la faire découvrir à d'autres et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines. À très vite.